أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on continue ce cours. Bon, sur TikTok, je l'ai appelé Culture avec un S d'islam. Mais c'est pas vraiment réellement et uniquement de la culture. On est toujours sur de l'histoire, donc c'est comment est-ce que la culture, les différentes formes de sciences et même l'art, l'architecture, les objets d'art, etc. En fait, ont eu un impact sur la civilisation musulmane. Donc là, on est toujours sur, on va dire, l'introduction générale. On est toujours un petit peu sur l'introduction générale de ce cours. On a vu comment est-ce que les sciences du Coran, la langue arabe et les sciences de la langue arabe en fait ont été édifiées, posées, codifiées, ce qui a amené en fait justement à la codification d'une certaine forme de méthode scientifique que l'on développera beaucoup plus après, parallèle un petit peu science, un coup un cours sur les sciences, un coup un cours sur l'art, etc., etc. Et où on développera un petit peu plus à ce niveau-là, Inch'Allah. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que là, on va vraiment voir, en fait, comment est-ce que progressivement, en fait, l'éducation, la pédagogie a été édifiée, en fait, vraiment tout ce qui est la codification pure et dure de comment tu vas apprendre les sciences, en fait, dans la civilisation musulmane. Comment est-ce que tu vas apprendre les sciences, qu'elles soient théologiques, mondaines, etc. Alors, je recale un petit peu ça. Hop là. Voilà. Mohim. Euh, du coup, donc, premier grand point, c'est la construction d'une culture donnée. Donc, comment est-ce qu'est définie la notion de culture, en fait, en islam? Là, on est toujours sur l'éducation, mais la culture au sens large. Comment est-ce que la culture, l'éducation, en fait, est codifiée et transmise, en fait, dans la civilisation musulmane? Donc, à travers l'histoire, les cultures mondiales nous ont prouvé qu'elles ne connaissent pas de frontières. On ne parle pas là, quand on parle de ça, c'est pas. C'est dans le sens la culture, l'art, l'influence culturelle, scientifique, etc. C'est pas quelque chose, en fait, qui, justement, est souverain à ce niveau-là. Il y a une. Attention, comprenez bien ce que je dis. Il y a une culture souveraine. Une culture qui influence une société. Donc là, oui, on peut parler potentiellement de culture souveraine. Mais la notion de culture, surtout lorsqu'on parle des grands empires, des grandes influences impériales, souvent religieuses, donc chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, hindous, etc., ces grandes influences-là ont su dépasser les frontières. En fait, c'est à la fois la culture, d'une certaine manière, est à la fois souveraine et internationaliste. Il ne faut pas uniquement dire que la culture intrinsèque à chaque peuple, à chaque civilisation n'existe pas, ne peut pas exister et n'a pas le droit d'exister d'une certaine manière. On ne peut pas avoir ce positionnement-là aujourd'hui, comme on ne peut pas non plus, comme on ne peut pas non plus nationaliser la culture. Pourquoi? Parce que quelque chose qui a été édifié dans une civilisation donnée, dans une région géographique donnée, a su évoluer et s'implanter dans une autre région. Pourquoi? Parce que ces deux régions-là, wa alaykoum salam, parce que ces deux régions-là ont eu des rencontres à un moment ou à un autre de l'histoire. Exemple, ce que le Fez Osmanlı, ce qu'on appelle le Fez Osmanlı.
On l'appelle également Tarbouch Fassi ou Maharibi dans au Maroc ou dans d'autres régions. Mais on ne peut pas dire que, par exemple, les Turcs ottomans ont volé le Tarbouch Fassi ou le Tarbouch Maharibi au Maroc pour l'imposer en tant que symbole turc. Non, c'est la rencontre et l'échange qu'il y a eu entre le Maroc et la Turquie et les échanges commerciaux, politiques, diplomatiques qu'il y a eu entre ces deux pays-là qui a fait que il y a eu cette exportation du tarbouch qui s'est implantée, qui s'est codifiée et qui s'est implanté en Turquie et qui est devenu le fez Osmanlı. Wa alaykoum salam. C'est un exemple. Maintenant que le fez Osmanlı, il soit né au Maroc ou en Turquie, etc., le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas l'origine qui a été le. Alaykoum salam. Le problème n'est pas l'origine qui a été le premier qui a apporté ça et qui est celui qui aurait soi-disant volé à l'autre ce truc-là. La question n'est pas là. La question, elle est que, qu'on le veuille ou non, il y a eu une rencontre culturelle. Iyim, alhamdoulilah. Il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre et un partage culturel entre ces deux populations-là. Et que c'est là où on voit justement que la force culturelle, et la force civilisationnelle de l'islam, justement, a amené un tarbouch, un fez, voilà, un chapeau comme ça, à devenir à la fois un symbole marocain et turc. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'acculturation, et notamment chez beaucoup de personnes de la diaspora, mais l'acculturation et le problème justement de ne pas comprendre cette... euh, comment je pourrais dire ça? De ne pas comprendre en fait cette importance et cette influence, non seulement bien sûr d'une forme de souverainisme culturel, mais lorsqu'on parle de la civilisation musulmane aussi d'internationalisme, ou des cultures populaires, euh, des aspects plus culturels, ont su être restés locales, mais également s'exporter et influencer d'autres populations. Il faut savoir se réattacher à la culture de nos origines, à la culture, de nos origines, à l'influence qu'ont eu nos cultures d'origine sur nous, mais également de comprendre que ces cultures-là ont eu une influence et ont eu également une certaine forme d'imprégnation sur des États voisins ou même plus éloignés. Sauf que le problème, et ça c'est ce qu'on va voir aussi progressivement dans nos cours du mercredi matin, donc sur les croisades, puis après la colonisation, on verra que le problème de cette vision nationaliste de la culture et de certains aspects purement culturels, en fait, ont été volés, spoliés et interdits de comprendre par la colonisation. Par exemple, cette espèce de vision
qu'ont certains frères de leur culture, comme quoi euh, tel plat ou telle pratique artistique, architecturale est de leurs origines à eux et que tous ceux qui le pratiquent leur ont volé à eux, c'est pas comme ça que ça marche l'influence culturelle dans une civilisation. L'influence civilisationnelle, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est une mentalité qui est venue de quoi? D'acculturés qui veulent faire les négateurs, pour ne pas dire les négationnistes, d'une culture traditionnelle, pour que derrière, en fait, on veuille imposer cette vision-là aux, aux populations qu'ils ont colonisées. Quand vous regardez les discours qu'on entend et les embrouilles qu'on voit sur Internet et les réseaux sociaux sur qui est à l'origine de tel plat ou de tel plat, un tel il l'a volé à l'autre, etc. Bon, sans rentrer dans les détails, il est vrai que pour une certaine nation, un certain peuple, etc., il est vrai que eux, ce sont les plus grands voleurs et qui volent tout. Et là, le sujet n'est pas là. Mais de manière générale, quand on voit certains de nos frères et sœurs en islam qui passent leur temps à s'embrouiller, à s'embrouiller sur nous, c'est nous qui avons l'origine de ce plat. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Mais en fait, quand tu creuses historiquement parlant, en fait, tu te rends compte que tu peux aller encore très loin. Tu peux aller même sur un plat qui est originaire du. Tu te rends compte que l'influence de certains plats qu'on revendique aujourd'hui, quand tu creuses l'origine, tu te rends compte que tu, tu peux trouver des influences similaires dans des coins qui sont beaucoup plus lointains. Et tout le problème, il est là. Tout le problème est là. C'est que même dans l'analyse culturelle, du fait civilisationnel de chaque population, tu vois, de chaque population, en fait, tu te rends compte que tu as une réelle méthodologie de l'influence culturelle, de comment est-ce que tu es arrivé à cette influence culturelle sur telle région, ou telle région, ou telle région. Sauf que le problème, il est où? C'est que la colonisation est venue, ils ont eu des rapports et une construction différente vis-à-vis de tel pays, ce qui a fait quoi? Ils ont laissé quoi derrière? Emin, ils ont laissé quoi derrière? Ils ont laissé la fitna et la division. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, excusez-moi d'être dur comme ça, mais tu as des petits acculturés qui sont nés dans des pays, d'ailleurs qui ne sont même pas nés dans leur pays d'origine, mais qui passent leur temps à s'embrouiller sur leur pays d'origine qui en embrouille avec le pays voisin. Ouais, c'est nous qui avons inventé tel truc, c'est nous qui avons inventé tel truc. Non, vous nous avez volé, truc, nanana. Ils n'ont même pas en fait la construction de base de comment est définie la culture d'un point de vue traditionnel et d'un point de vue civilisationnel et historique. Ils n'ont pas cette définition et cette application-là, mais ils veulent absolument tout nationaliser. Et tout le problème est là. C'est que ce n'est pas parce que ton pays, enfin ton pays d'origine, soyons plus précis, c'est pas parce que ton pays d'origine a été le premier à avoir inventé ce concept-là que ça doit être le seul, l'unique et que les autres ne sont que des voleurs. Non, ça démontre tout simplement que l'influence culturelle qu'a eu ton pays sur d'autres régions démontre tout simplement que tu as eu une rencontre à minima, ne serait-ce que diplomatique et culturelle, pour ne pas parler par moment de domination politique aussi, mais sans aller jusque-là, à minima, tu as eu un échange culturel et un échange diplomatique et d'influence culturelle entre les deux. Mais le truc, c'est quoi? C'est que notre acculturation
notre acculturation et l'influence de la colonisation sur notre construction au rapport à la culture, à l'art, aux sciences et même à notre religion tout simplement, a été complètement déformé et détruit par l'influence coloniale. Et tout le problème est là, et c'est là j'introduis, là j'ai un peu palabré pendant peut-être 10 minutes. J'ai palabré pendant un peu plus de 10 minutes peut-être. Mais c'est important de redéfinir ces choses-là. Et c'est à ça que servent nos cours. Surtout ces cours-là. Bon là, j'ai un petit peu décalé parce que j'ai un peu décalé le cours. Normalement, c'est de midi à 1 heure. Mais j'ai décalé pour des raisons perso. Mais voilà. C'est pour ça que c'est important de faire ces cours sur comment est défini et comment l'islam a eu un impact culturel, scientifique et artistique sur l'histoire mondiale. Et même sur l'histoire du monde musulman. Pourquoi? Parce que si tu comprends et que tu admets l'influence et l'échange d'influence entre les différentes cultures, les différentes régions, etc., en fait, tu vois d'un paradigme différent ta culture et ton origine. Tu ne la vois plus sous absolument... Et attention, je ne dis pas que c'est un mal en soi. Une défense absolue de vouloir dire que tout vient de ton origine, tout est lié à ton origine, mais que même s'il y a des choses qui ressemblent, tu as un, ton pays, ta civilisation, tes ancêtres, entre guillemets, soit ont été influencés, wa alaykoum salam, soit ont été influencés par d'autres cultures, soit ont influencé d'autres cultures et d'autres civilisations et d'autres peuples voisins. Et donc tu vois les choses de manière autrement. Et comme je le dis, ça c'est l'importance. Parce que la culture est à la fois certes souveraine, mais la culture, notamment dans des grandes civilisations et des grands empires comme l'empire islamique, elle est à la fois souveraine et en même temps internationaliste. Donc, reprenons avec tu, elles ne sont pas isolées et se prêtent entre elles des éléments qui les enrichissent mutuellement, comme on vient de le voir. Mieux encore, une culture donnée ne peut exister sans l'apport d'autres cultures. Je nuancerai un petit peu, je serais peut-être un petit peu moins d'accord. Mais il est vrai que il y a des choses qui ont été inventées dans certains coins, certaines régions qui ont influencé d'autres, mais il y a des choses qui sont aussi intrinsèques à chaque culture et à chaque civilisation. Pourquoi? Parce que tu as aussi la réalité anthropologique du mode de vie de chaque culture et de chaque civilisation qui dépend en fait de sa nature propre de population. Pourquoi par exemple est-ce que en Turquie, et même s'il y a des choses qui ressemblent, mais en Turquie, tu as beaucoup de choses qui sont faites à base de yaourt. La cuisson, ça se fait très peu à l'huile d'olive, ça se fait plus au beurre. C'est beaucoup de la viande, du boulgour, du riz, cuit avec du beurre. Il y a beaucoup de viande. Le pastirma, la viande sèche. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup en Anatolie et dans le monde turc, ce genre de, ce genre de d'influence culinaire? Pourquoi? Parce que les populations turco-mongoles qui étaient nomades ou semi-nomades, ces populations-là euh, devaient conserver le plus possible en fait le plus possible en fait leurs aliments, sachant que ils pouvaient se déplacer en fonction des saisons ou se déplacer régulièrement. Et vu que la,
leur accès premier de nourriture, c'est avant tout, c'est des bêtes d'élevage, des moutons, des yaks, des chevaux. Bah, on a besoin, en fait, on se fournit là au niveau de la matière première. Donc, moutons, vaches, bœufs, yaks, les animaux comme ça, il y a du lait qui est produit. Du lait. Avec le lait, on fait quoi? On fait du beurre, du yaourt. On utilise beaucoup de lait, de produits laitiers, parce que c'est une ressource de protéines c'est une ressource de protéines qui est facile d'accès. La viande, pareil. Et pourquoi on fait sécher la viande? Parce que on va pas tout manger d'un coup. Et que du coup, faire sécher la viande permet une conservation qui est beaucoup plus longue et qui évite de pourrir. Le beurre, pareil. Le beurre comparé, le beurre comparé à l'huile demande moins de temps de préparation, de transformation pour en faire de la matière grasse. L'huile, il faut quand même avoir des arbres, par exemple des oliviers pour faire de l'huile. Ou du colza ou du blé pour faire les huiles de friture, par exemple. Sauf que le problème, il est où? C'est qu'on parle de population nomade ou semi-nomade. Ils, ils font pas de la récolte. Donc le meilleur moyen d'avoir de la matière grasse pour la cuisson, etc., c'est quoi? C'est du beurre. Et le beurre se conserve. Voilà pourquoi tu as beaucoup ce truc dans les populations turques ou qui ont une forte influence, qui ont eu également aussi. Mais voilà pourquoi en fait toutes les différentes populations qui ont eu cette influence turque, mongole, turco-mongole, etc., etc., voilà pourquoi est-ce que euh, tu verras que même tu vas dans le Cham, parce que pendant longtemps, les populations du Cham ont eu une influence de population turco-mongole aussi, enfin de population des steppes, comme on dit, avant par les Mamelouks, après par les Ottomans. C'est pour ça que quand tu vas en Syrie, au Liban, en Palestine, Égypte un petit peu, c'est pour ça que tu vas retrouver aussi beaucoup ces choses à base de yaourt, de viande, etc. Mais vu que, là, t'as la frontière, après c'est les cheveux. Ça va. J'embrasse ton grand front, Chris. J'embrasse ton grand front. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète. J'aime bien aussi quand il y a de la taquinerie un peu dans les trucs. Tu vois? Mais regarde, et justement, ce qu'on disait, c'est que. euh, Mais regarde, ce que je disais, c'est ça, c'est que même si ça, t'as cette influence turco-mongole via les Mamelouks ou les Ottomans, bah vu que l'Égypte et le Cham sont sédentaires depuis beaucoup plus longtemps et donc peuvent se permettre d'avoir de l'agriculture, de la production de fruits, de légumes, d'oliviers, etc., etc. Du coup, tu as aussi toute cette mixité dans les trucs où tu vas avoir des plats un peu sucrés-salés. Et pareil, tu as une évolution dans les plats turcs où tu as une évolution. Alors, ok, bon, j'ai eu discours de haine. Alors, je vais voir si je peux faire opposition. Bon, j'ai une restriction, mais ça va, le live, il a quand même. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, mais tranquille, c'est pas grave. Justement, liker, republier, partager, parce que c'est ça en fait qui va faire que justement il y aura des gens qui viendront quand même, parce que là je vais être restreint en fait. Et, euh, et en fait, tu verras que à partir du moment où même les Ottomans ont eu Ah, merci pour les cadeaux, c'est trop. Mais
C'est pour ça que justement, même les Ottomans, à partir du moment où ils se sont sédentarisés, ils sont devenus réellement la définition que Ibn Khaldun fait de la civilisation. Et ça, on verra plus tard. Je ferai aussi des cours pour comprendre la pensée d'Ibn Khaldun. Je pense que c'est important. Euh, En fait, en gros, quand ils sont devenus la civilisation, vous verrez que des plats ottomans qu'on retrouve aujourd'hui, qui étaient faits dans les palais des sultans ottomans, en fait, tu vois, euh, même eux, ouais, ça doit être ça sûrement. Tu vois, par exemple, t'as un plat qui s'appelle moutanjana. Moutanjana, c'est un plat à base de veau ou de bœuf. Moi, à titre personnel, je préfère au bœuf, tu vois. Mais en gros, c'est un plat à base de veau ou de veau, d'agneau ou de bœuf ou de mouton. Et en fait, dedans, tu as des fruits secs comme de la figue, des abricots secs, plein de choses. Et en fait, tu te rends compte que ce plat en fait, est venu à partir du moment où on a établi en fait un état complet, stable. On n'était plus sur ce plat, si je me souviens bien, il a commencé à être préparé dans les cuisines en fait des palais du sultan de Topkapı. Donc à l'époque en fait de Mehmet Fethi. Donc après, même après la conquête de Constantinople, Constantiniye. Non, le cours il va durer un petit peu moins de temps. Tu vois, il va durer un petit peu moins de temps. Parce que de toute façon, là, hop. Ouais, non, là, je sais pas pourquoi c'était pas ça. Ah, voilà. Voilà, c'est ce que je me disais. Je me suis trompé. Donc là, je suis un peu une introduction, un petit peu truc. Mais on verra l'enseignement plutôt la semaine prochaine. Je vais faire un petit peu plus court. Parce que, ouais, après, à 17 h en fait, il y a le cours sur orientalisme. Et je vais peut-être pas enchaîner les deux. Du coup, je ferai une petite pause. On va aller jusqu'à. Allez, encore peut-être 20-30 minutes max. Et après, on fera une petite pause et on reprendra vers 17 h 17 h 10 pour le deuxième cours. Donc voilà. Du coup, ce que je disais, c'est que, en fait, tu te rends compte que, justement, quand Sultan Fatih Mehmed fait la conquête, conquiert Constantinople, l'actuel Istanbul, euh, et installe définitivement la capitale de son empire sur l'ancienne capitale romaine, en fait, tu te rends compte que quand tu creuses, le plat qu'on a cité plus tôt, donc Moutanjana, c'est un plat qui a des influences romaines, des influences arabes, en tout cas des influences orientales, mais locales. On n'est plus dans les plats un petit peu rustiques, entre guillemets, rudimentaires, et c'est pas une critique quand je dis ça. Rustique, rudimentaire ne veut pas forcément dire pauvre ou dénué de sens. Enfin, pauvre, c'est pas un terme rabaissant, c'est une réalité. Quelque chose de rustique, c'est quelque chose qui va à l'essentiel. Pourquoi? Parce que dans les campagnes, dans les campagnes, chez les populations euh, nanana, restreint. Ah, voilà, je peux contester. Euh, voilà. Donc j'ai fait une contestation et voilà. J'ai fait contestation du truc. Donc réellement, ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La culture,
La culture, même jusque les plats que tu as, va être créée en fonction de la réalité anthropologique de la région et des populations qui sont dans cette région au moment de l'établissement de ce plat, et va évoluer en fonction de son degré d'imprégnation et d'influence. Et de toute façon, un plat a aussi des influences un plat ou n'importe quel aspect culturel aura des influences euh, de populations avec qui ils ont été en contact plus ou moins direct, plus ou moins et de plus ou moins d'importance. Bien sûr que les plats, la culture, l'architecture, l'art que tu vas retrouver dans le Maghreb et aussi d'une certaine manière à l'Andalouse va être similaire. Il va à la fois avoir des influences locales, il va à la fois se baser déjà sur ce qui est déjà établi localement, mais il va aussi avoir une influence, une imprégnation des conquérants venus de la péninsule arabique qui se sont installés qui se sont installés. Et également aussi mais également aussi euh, qui sont restés dans la région et avec les réalités régionales. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture maghrébo-andalouse, la calligraphie euh, maghrébo-andalouse ou arabo-andalouse, qu'on retrouve par exemple dans les Coran au Maghreb. Toute cette réalité-là est une chose qui est intrinsèquement liée à l'influence culturelle qu'il y a entre Al-Andalus, le Maghreb et aussi les Arabes. Et même d'une certaine manière, dans certaines régions du Maghreb, une influence aussi subsaharienne aussi. Tu vois, toutes ces, toutes ces euh, questions-là, ces influences-là, ont, euh, comment je pourrais dire ça, en fait, ont impacté la culture actuelle que tu as au Maghreb. Et quand je parle de la culture, je parle de la culture, l'art, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on comprend l- comment comment est-ce qu'on établit une culture civilisationnelle, une culture entre guillemets impériale, etc., etc. Parce que au-delà de l'aspect scientifique, des sciences, de comment est transmis les sciences, etc., il y a aussi une transmission culturelle qui se fait. Et c'est tout ça qui fait que tu as une grande civilisation comme la civilisation arabo-musulmane, la civilisation même musulmane au sens large. Euh, oui, sauf que je suis pas Ashari. Donc là, on va introduire justement la question de l'enseignement, la question de l'enseignement euh, dans la question de l'enseignement dans la civilisation arabo-musulmane et voilà. Mais en fait, là, on parle d'histoire en fait. Donc voilà. Moi, si tu veux, j'ai étudié dans un institut qui se base sur le programme en distanciel de l'IUSH. Donc voilà, mais sauf que moi, ce que j'ai étudié, c'est la Sierra et l'histoire principalement. Et c'est en Sierra et en histoire que j'ai des ijazas. Donc maintenant, t'es content, t'es pas content, salam alaikum. Là, tu peux rester comme tu peux partir, c'est pas mon problème en fait.
Il y en a qui ont envie. Mais en fait, quel est le rapport? Quel est le rapport en fait entre des questions de Akida et des questions d'ordre historique et civilisationnel en fait? Donc en fait, soit tu vas poser tes questions à des gens qui donnent des cours de Akida, soit tu t'assois, tu t'écoutes et peut-être que tu apprendras deux trois trucs sur l'histoire et la civilisation musulmane. Peut-être, hein, éventuellement. Enfin bref. Euh, donc tradition de l'enseignement dans la culture arabe. Nous savons que les centres d'études et de recherche existaient avant l'avènement de l'islam et que les Arabes furent les premiers à profiter de leurs fruits. Donc le centre, le centre de Gundishapur en Perse a servi d'exemple aux chercheurs par exemple de Bagdad et aux autres villes musulmanes. Nous savons que la méthode, nous savons que le lycée est grec. En gros, le lycée, la forme la forme qu'on a actuelle est d'origine grecque. Par contre, concernant l'enseignement à grande échelle, les véritables fondateurs et organisateurs ont furent sans contexte les Arabes. Attends, Ali, j'avais dit que je te mettrais modérateur. Je te laisse gérer. Donc, ils créèrent des institutions, organisèrent l'enseignement. Ils mirent une codification, des codes, une pédagogie. euh, donc, ils mirent des codes pour les enseignants et euh, ceux qui reçoivent justement l'éducation. Ils installèrent une administration pour le soutien et la pédagogie, pour le soutien de la pédagogie, et accordèrent des bourses aux étudiants et développèrent à travers le vaste monde de l'islam les échanges et la recherche scientifique. De plus, le corps professionnel, donc le corps enseignant, ceux qui enseignaient, ceux qui enseignaient étaient internationalisés. C'est-à-dire que tant que tu avais les compétences, que tu viennes de Bukhara, dans l'actuel Ouzbékistan, de Fès au Maroc, ou euh, tu vois, ou de vers Singapour là-bas, si tu as les compétences d'Indonésie, de Malaisie, etc., si tu as les compétences, tu peux prétendre à la chaire de l'enseignement. On met toujours en avant la compétence. Seule la compétence était prise en compte dans le recrutement de ces enseignants-chercheurs. L'organisation de l'enseignement de ces lieux, de ces subventions, de sa généralisation, de son évaluation, des règlements que devaient suivre les enseignés et les enseignants. Tiens, Mohamed Kourdi, je vais te mettre, Inch'Allah, toi aussi un rôle de modération. Voilà. Hop. Je préfère avoir plusieurs modérateurs et au moins j'ai un chat, alhamdoulilah, un chat et des cours où ça se passe bien.
plutôt que, plutôt que de pas en avoir beaucoup et je dois tout gérer ou je suis concentré sur 40 trucs en même temps. Voilà. Alhamdulillah. Donc on va finir cette introduction sur l'enseignement dans la civilisation arabo-musulmane et après on prendra un temps de questions-réponses, Inch'Allah. Donc l'organisation de l'enseignement, de ses lieux, de ses subventions, de sa généralisation et de son évaluation, des règlements que devaient suivre ceux qui apprenaient et ceux qui transmettaient, donc les enseignants et les élèves, les enseignés, les théories pédagogiques, l'administration, datent des siècles d'or de la culture arabe, ce qu'on appelle généralement l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane. À titre personnel, et ça c'est un positionnement purement personnel, hein, j'ai du mal avec cette terminologie. Pourquoi? Parce que s'il y a eu un âge d'or, c'est qu'il y a eu un âge sombre. Et quand tu écoutes beaucoup d'historiens, beaucoup d'orientalistes, etc., l'âge sombre de l'islam a commencé avec la venue et l'influence des Turcs, notamment des Seldjoukides. Sauf que, lorsqu'on creuse, au final, non, c'est faux. Parce que, par exemple, Nizam al-Mulk a créé la grande université de Nizamiye. Les Mamelouks, les Ayyoubides, et même Salahuddin, Zengi, etc., etc., Salahuddin al-Ayyoubi, euh, Zengi, Nouraddin Zengi, ont énormément investi de leur temps et de l'argent de leur État dans le maintien et dans le maintien en fait des madrasas, des lieux d'enseignement. Ils ont perpétué cet héritage du mécénat. Donc bien sûr que aussi, à l'époque où les Seldjoukides commencent à arriver et à influencer politiquement parlant la région, faut pas oublier que quelques années après viennent le temps des croisades, donc une période de grande instabilité, une période de grande instabilité et une période où bah fallait prioriser. Qu'on le veuille ou non, fallait prioriser. Fallait prioriser quoi? La sécurisation des frontières entre les États, ce qu'on appelait les États latins d'Orient et le monde musulman, et en même temps penser à théoriser sur la récupération, la reconquête des territoires musulmans. Donc bien sûr que on n'était plus à une époque où on pouvait penser grandes thèses philosophiques sur l'existence de Dieu, développement des questions scientifiques, culturelles, artistiques. On n'était plus dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que la réalité concrète de ce moment-là, c'était de récupérer en fait les territoires qui étaient les nôtres presque 200 ans avant, défendre nos frontières, etc. Donc dire que l'âge sombre de la civilisation musulmane est venu avec les Turcs, de un, c'est un mensonge. De deux, faut reposer le contexte. C'est des populations qui étaient converties pour beaucoup depuis pas très longtemps. Et attention, quand je dis, c'est pas parce qu'elles sont converties depuis peu de temps qu'elles sont des moins bonnes musulmanes que des populations qui sont de moins bonnes musulmanes que les populations plus tardives. Je vais vous donner un exemple. Euh, quand Khalid ibn al-Walid, au moment de la conquête de la Mecque, a été envoyé en mission auprès du prophète Mohammed pour rencontrer en fait des tribus arabes qui s'étaient converties ou qui devaient se convertir selon les récits aux alentours de la Mecque, etc. Khalid ibn al-Walid les a rencontrés à vue des Arabes en armes. Il rencontre en fait des Arabes en armes.
Sauf que reposez-vous dans le contexte, les musulmans à ce moment-là, ils sortaient de 7-8 ans, ils sortaient de 7-8 ans en fait de conflits quasi perpétuels. Quand c'était pas avec les Koréchis, c'était avec d'autres Arabes, ou les populations locales juives, ou les Byzantins, etc., etc. Ils étaient tout le temps en conflit. Donc ils voient une tribu arabe avec des armes. Ils se disent Allah, Allah, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Et en plus, ils se disent pas musulmans, ils se disent sabéens. Parce que les Sabéens, c'était quoi? C'était le terme qui désignait les gens qui étaient monothéistes dans la tête des Arabes. Ils ne connaissaient pas tous le terme de musulman. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils connaissaient tous le terme de Sabéen. Sauf que lui, Khalid ibn al-Walid, il ne connaissait pas le terme. Il ne connaissait pas. Quand quelqu'un se revendique Sabéen, il ne sait pas forcément que ils disent ça en disant qu'ils étaient musulmans. Dans leur tête, pour eux, Sabéen égale musulman. Dans la tête de Khalid ibn al-Walid, Sabéen, c'est un infidèle, et en plus qui porte des armes, donc il veut le combattre. Donc qu'est-ce que Khalid ibn al-Walid y fait? Il arrête cette tribu, il fait exécuter les chefs, et une fois que le prophète Mohammed wassalam, est au courant, en fait, il pardonne à Khalid ibn al-Walid, il lui pardonne, et il le renvoie sur une autre mission. Pourquoi? Parce qu'il prend en compte le fait que Khalid ibn al-Walid est un converti depuis peu de temps, qui n'a pas eu la même éducation qu'à Omar ibn al-Khattab, euh, que Omar ibn al-Khattab n'a pas la même connaissance qu'un Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr as-Siddiq, etc. Tu vois? Et, mais pour autant, est-ce qu'il a nié l'implication et le sacrifice pour l'islam que faisait un Khalid ibn al-Walid parce qu'il était converti depuis quelques mois? Non, ça c'est une question qui est des questions qui est beaucoup prise en compte par des orientalistes, ces questions de conversion depuis combien de temps, etc. Ou quelque part, nos amis qui demandent toujours une clarification de ta akeda, etc. Avec toujours l'excuse de oui, mais toi, t'es converti, il faut que tu priorises tes trucs. Quand ils se retrouvent un petit peu bloqués sur certaines thématiques. Voilà. Deli, s'il te plaît, respecte notre grand frère Mohamed Kourdi Abiy, s'il te plaît. Lui, dis pas des trucs comme ça. Je sais que tu rigoles, etc. Mais vas-y, c'est pas des trucs qui se disent à Noabe, tu vois ce que je veux dire? Exactement, enfin, les littéralistes. Je suis désolé. Tu prends un littéraliste comme Ibn Hazm, il est beaucoup plus intéressant que beaucoup de ces pseudo-littéralistes, tu vois? Oui, mais je sais, mais t'as compris. Voilà. C'est peut-être lui, il sait pas que peut-être que lui, il sait pas forcément que t'es notre grand frère, tu vois. Voilà. Donc voilà, toutes ces questions-là, de parler de l'âge d'or de la civilisation musulmane, etc., etc., à titre personnel, pour tous ces exemples-là, ça me pose à titre personnel problème. Maintenant, est-ce que, est-ce que l'islam a eu des moments où culturellement elle a été plus forte et plus influente? Bien sûr que oui. Est-ce que pour autant, euh, est-ce que pour autant, faut parler d'âge d'or, d'art sombre? Non. On peut parler de développement et de ralentissement. Bien sûr que, par exemple, la fin des Ottomans, les derniers siècles des Ottomans, et pourtant vous connaissez, je pense que beaucoup qui me connaissent personnellement connaissent le profond amour et le profond respect que j'ai pour la civilisation ottomane, turco-ottomane et même les différentes civilisations turques, turco-musulmanes. Tu vois? En fait, même en soi, dire que les croisades, c'est un temps sombre, je comprends ce que tu veux dire, mais quand on parle d'âge d'or, d'âge sombre, etc., c'est d'un point de vue culturel.
dire l'âge d'or de la culture et de la civilisation arabo-musulmane. Ouais, l'âge d'or, pourquoi? Parce que tu avais des débats entre philosophes et savants sunnis sur la question de Dieu, tu vois? Oui, non, mais en fait, la période des croisades, d'un point de vue stricto sensus politique, militaire, etc., bien sûr que oui, c'est un âge sombre, même aussi d'un point de vue culturel. Mais en fait, c'est-à-dire qu'en gros, cette période des croisades, ils vont dire que c'est la faute des Seldjoukides, que tu as eu les croisades et que tu as eu toute la déchéance culturelle scientifique qui est venue après. De un, c'est faux, parce qu'il n'y a pas eu de déchéance culturelle scientifique. Pourquoi? Parce que les scientifiques turco-ottomans ou même turco-musulmans, de manière générale, ont eu énormément d'influence et d'impact sur les sciences, l'art, l'architecture, la culture, etc. musulmane. Oui, non, mais ça, bien sûr. Mais là, après, Mohamed Kourti, là, on parle d'un point de vue purement historique, tu vois. Mais bien sûr, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que même si on parle d'histoire, de tout ce que tu veux, etc., avant tout, on parle avec un regard de musulman. Tu comprends? Donc, bien sûr que ce que tu nous dis là, c'est quelque chose en fait qui est naturel pour nous. On ne met pas la faute sur telle population ou tel truc. On sait qu'avant tout, l'épreuve qu'il y a eu avec les croisades, etc., etc., cette épreuve-là est une épreuve qui vient d'Allah Azzawajal, avant tout. Par rapport, pour nous mettre à l'épreuve, pour nous montrer peut-être à la Warlem que notre situation spirituelle, éthique, morale, théologique à ce moment-là n'était peut-être pas la meilleure aussi. Tu vois? C'était aussi une réponse peut-être à certaines défaillances qu'il y avait, notamment avec l'explosion et l'influence des Mortazili, par exemple. Tu vois? Enfin bref, c'est plein de questions où on peut analyser. C'est pour ça que quand on fait comme un petit peu, je fais entre guillemets à mon échelle, une méthode apologétique en histoire, et notamment avec un regard religieux et spirituel, c'est à la fois, on peut ouvrir une autre grille d'analyse de certains événements où on met en avant peut-être beaucoup plus une analyse théologique, spirituelle, etc. de certains événements. Mais d'un autre côté aussi, il y a aussi certains problèmes des fois à être uniquement dans de l'apologétisme, c'est que des fois l'apologétisme en fait nous restreint dans nos conclusions. Et c'est un peu le problème de l'apologétisme, par exemple, chez les orientalistes. En fait, il faut savoir jongler entre l'académique, la méthode académique, où juste tu analyses les sources, tu authentifies les sources, tu dis si cette source peut être prise en compte ou non, et apologétique, où tu vas te focaliser sur un seul type de source et un seul biais analytique. Il faut savoir jongler entre les deux. Et bien sûr que, en tant que musulman, en tant que musulman, et surtout en tant que sunni orthodoxe, bien sûr qu'on va avoir un regard qui va être différent d'un non-musulman ou d'un non-orthodoxe. Tu vois? Et c'est là où faut des fois savoir un peu jongler de manière intelligente entre, entre les différentes méthodes, les différentes sources euh, et les différents biais analytiques en fait. Mohim. Donc reprenons, on va finir là et après on va se prendre un temps de 5-10 minutes de questions-réponses et après on va faire une petite pause d'une demi-heure. Donc ça décalera un petit peu le cours d'après sur orientalisme, mais au moins on fera un peu une petite, ça me permet de faire une petite pause d'une demi-heure un petit peu. Et voilà. Alors l'organisation de l'enseignement de ces lieux, de ces subventions, de sa généralisation et de son évaluation, des règlements que devaient suivre les enseignés et les enseignants,
de ces pratiques pédagogiques de l'administration datent des siècles d'or de la culture arabe, de cette période où la science était l'objectif de chacun et où les savants étaient honorés et protégés dans leur liberté de pensée et d'expression. Les hommes du pouvoir les craignaient parce qu'ils étaient réputés pour leur probité. Ça, c'est pas réellement vrai. Mais bref, leur droiture, leur sérieux, leur compétence et, et leur sens des valeurs. L'organisation de la transmission du legs religieux et de l'héritage des savoirs étrangers fut un moteur essentiel du développement de la civilisation arabe. La fonction de transmission ne pouvait en effet se réaliser pleinement sans organisation, sans méthode et sans moyens. Tout cela a été mis en œuvre pour réaliser des objectifs de formation et de perfectionnement. Le terme même en arabe de rabaya, ou le terme qui veut, ça c'est le verbe et ça serait l'équivalent du verbe éduquer, qui veut dire élever, tendre vers la perfection, en s'éduquant, en éduquant les autres, les maîtres accompagner leurs élèves et leurs étudiants en tenant dans leur esprit de les mener vers la perfection divine. Tendre vers le renvoi, tendre vers renvoie à un effort, à une volonté d'apprendre, de transmettre pour élever. Suite à cette volonté d'éducation ou de perfection, une véritable tradition enseignante s'est installée dans le monde arabe, et ce depuis le premier siècle de l'islam. Nous pouvons relever quelques exemples suivants qui ont mis au service de l'intérêt suprême accordé à la fonction de transmission. Donc, juste avant de prendre le temps de questions de réponse, là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est sur le fait que les politiques craignaient les savants, les scientifiques, etc. Il faut savoir que traditionnellement parlant, dans la civilisation musulmane, c'est le politique qui, par le mécénat, par le financement, par le choix de, de on va dire, de l'idéologie majoritaire de son royaume, orientait la culture, les sciences et la théologie de son État. Le truc aujourd'hui, cette vision aujourd'hui où c'est les savants qui vont faire qui vont faire les fatwas en fonction de l'État, c'est une bid'a. Ça, c'est une bid'a en fait. Traditionnellement parlant, ce qu'on appelait les savants du palais traditionnel, en fait, c'était tout simplement les savants qui étaient choisis par le pouvoir en place. Oui, mais t'en as plein aussi des exemples comme ça. En fait, t'en as plein. T'as aussi l'exemple de, aussi l'exemple de Sultan Yavuz Selim qui, qui a été menacé par le Shirul Islam, j'ai oublié son nom, mais le Shirul Islam de son temps, ou le Shirul Islam de son temps, en fait, a menacé Sultan Yavuz Selim de roulouche contre lui parce qu'il désobéissait au fondement de la religion. Notamment dans le fait d'imposer une conversion forcée aux chrétiens des Balkans et à Constantinople qui menait de la fitna dans le royaume. Tu vois. Donc bien sûr que il y a des exceptions comme ça, mais de base, c'est pas parce que c'est le sultan, le dirigeant qui va suivre en fait qui va suivre en fait justement qui va choisir pardon le Shirul Islam, l'orientation idéologique, théologique de son État, qui n'empêche que le sultan, justement, le savant va forcément aller dans le sens des fatwas va aller dans le sens de la politique du sultan. Si les sultans choisissaient justement des savants qui étaient connus pour leur probité, pour leur justesse, leur justice, le fait qu'ils soient intransigeants avec la religion d'Allah, etc., etc., bah forcément,
Ils vont aller dans le, ils vont aller, bah, en fait, dans le sens de la politique du sultan. Wa alaykoum salam. Mais si la politique du sultan est justement d'être juste, ferme, etc., sur des questions fondamentales, bah, le shir, le garant de, de l'islam dans son état, va aller dans ce sens-là aussi. Mais en fait, la base, ce qui se faisait traditionnellement parlant ce qui se faisait traditionnellement parlant en fait dans les différentes civilisations, c'était que c'était le dirigeant qui choisissait les savants. Et en fonction des savants qui choisissaient, on connaissait l'orientation théologique et entre guillemets le groupe, le groupe, la firaq, donc le groupe de l'idéologie majoritaire de son État. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, Al-Haraj a mis 10 ans à se faire exécuter. C'est parce que tu avais les intrigues politiques, les intrigues politiques, les transitions politiques, etc., etc., qui se sont mêlées en fait dans le jugement d'Al-Haraj. C'est un exemple en fait, hein, voilà. Et des exemples comme ça, t'en as plein. Alors qu'aujourd'hui, le fait que euh, le sultan vient demander aux savants des fatwas pour aller dans son sens, c'est une bida. C'est une bida. Non seulement d'un point de vue théologique, mais d'un point de vue civilisationnel. De base, il n'a pas besoin de venir quémander des fatwas qui vont dans son sens. Puisqu'en fait, le alim orientait par le choix de ses conseillers religieux et scientifiques l'idéologie de son royaume. C'est-à-dire le délire de certains chouyours, comme Fauzen, euh, Ibn Baz, etc. Voilà, c'est. Tu vois, c'est le délire qu'il y a aujourd'hui, ça c'est une bid'a d'un point de vue civilisationnel, hein. Mais en fait, après Hassan al-Basri, regarde, Hassan al-Basri, Kadasullahu Sirah, et t'as pléthore de savants qui vont dans ce sens-là. Mais pourquoi? Parce que sachant que on sait très bien que c'est le gouverneur, le dirigeant qui désigne, tu vois, qui désigne de par euh, qui désigne en fait les savants qui vont orienter la politique de son royaume, etc., etc. Mais en fait, quand tu sais ça, tu te rends compte en fait que c'est juste aller quémander une place au gouverneur. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire, fais ce que tu as à faire en tant que alim, en tant que alim, en tant que moufti, etc., etc. Mais ne va pas quémander ta place auprès du gouverneur. Si le gouverneur veut être juste et veut aller et veut aller dans le sens d'une justice, s'il sait que tu es juste et que tu es juste, il te désignera. Tu vois? Ouais, mais en fait, t'as aussi, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, Samouafi. Mais aussi, il y a une question aussi de Isa aussi, dans ta science. Quand d'une certaine manière, tu as une forme de Isa dans ta science, tu ne peux pas en fait faire des courbettes au gouverneur. Dit comme ça, c'est cru, mais c'est comme ça. Tu vois? Donc, Mohim. Alors, on va se prendre, Inch'Allah, 5-10 minutes de questions. On va se prendre 5-10 minutes de questions. Et après, on fera une pause jusqu'à à peu près ouais, une demi-heure, jusqu'à à peu près 17h30. 17h30, 17h45. Et jusqu'à à peu près 17h30, 17h45. Et, euh, et après, et après, on fera la deuxième partie, le deuxième cours de la journée sur le rentaïsme. Voilà. Et vu que là, on est sur la fin des cours sur le rentaïsme, on est en train de voir justement.
certains discours des orientalistes, etc., etc. Du coup, euh, après cela, je pense qu'on verra un peu justement on va dire, de l'hérésiologie montée d'un point de vue historique. Par exemple, parler des différents groupes qui ne sont pas reconnus comme faisant partie d'Ahlul Sunnah wal Jama'a, mais uniquement d'un point de vue historique. Donc présenter ces groupes d'un point de vue historique, etc. etc. 17h45. Ouais, moi, c'est 5 minutes après, tu vois, la Asr. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va décaler, comme ça, on va décaler d'une heure. Normalement, le cours est de 17h à 18h. Du coup, non, ça va être les groupes traditionnels, tu vois. Voilà, mais quand on abordera certains groupes, je pense que tu peut-être reconnaîtras d'autres. Mais non, je vais pas aborder les groupes contemporains, tu vois. Non, je t'ai dit, c'est. Ah non, c'est. Non, non, tu parles avec Victoria. Ouais, je sais pas, c'est. Voilà, si elle dit c'est 17h31, c'est 17h31, mais voilà. Moi, c'est un peu avant 18h. Non, je l'aborderai pas. Moi, c'est un peu avant 18h. Mais du coup, ce qu'on fait, on mettra le cours à 18h. De 18h à 19h, Inch'Allah. Comme ça, au moins, on, comme ça, au moins, on aura le temps de faire une pause. Chacun aura le temps de faire une pause, prier aussi. Et voilà. Donc, alors, on va prendre 5 minutes de questions. Je vais prendre 5 minutes de questions à peu près. Voilà. Mohamed Kourdi, exactement. Le gouverneur, c'est le maître, le décideur de l'aspect terrestre, et le shir, c'est l'aspect spirituel. C'est ce que disait, par exemple, bah, le shir ou l'islam, j'ai oublié son nom, sous Sultan Yavuz Selim, qui dit, moi je suis le garant que toi et ton État sont en adéquation avec la charia. Voilà. Pareil, le shir ak Shamsuddin, donc le shir rapproché de Sultan Fatih Mehmet. Bah, s'il n'y a pas Chirac Shemseddin, il n'y a pas toutes les grandes réussites de Fatih Sultan Mehmet, en fait, tu vois. Faut se le dire. Sans Chirac Shemseddin, il n'y a même pas la conquête de Constantinople, tu vois, de Constantinier. Wa alaykoum salam, Mohamed Kourdi. Ah, est-ce qu'il y a des questions ou pas? S'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va s'arrêter là et on se dit à tout à l'heure, Inch'Allah. Ok. Bon, vu que c'est... Non, non, pas de souci. Mais bon, vu qu'il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Wafik, donc du coup, je coupe l'enregistrement ici.